son boucan, il est des bourgeois. Pas des notaires au lit. Est-ce que vous gagnez? Mais des héritiers. Bon, comme il y a une belle loi, mais les baïsiens, eux, on a fait les pots. Manuel, il y a une idée. Donc, il y a un tambour. Elle a gagné. Mon élève, encore, mais ma holo, mais habite dans lui. Mon habite, mais elle va pas mal ou bien tu vois. Habite, le père. Elle a gagné pour gagner la voie. Donc, on a fait un plan. On se voit d'abord. Mais non, il y a plus de programmes de développement. Non, non. Hein? Oh, ça suffit. Bien tout de suite. Regardez tous les séminaires, etc. C'est des hectares. Des fois, il y a 10 hectares. Il y a 20. Et c'est dans tous les quartiers de Porto-Novo. Je ne connais pas Porto-Novo. Merci. Et pour finir, excusez-moi, hein, je vais me faire dans les papiers. Je ne vais pas me faire. Voyez, pouvez-vous nous donner le prix d'un certificat de propriété foncière? Je crois que c'est tôt. Le prix d'expropriation, à mon avis, est fixé par le juge d'instruction. Mais je ne vous ai pas entendu dire cela. Merci beaucoup. Non, il a fini. Je crois que nous venons donc de faire le tour d'horizon donc des préoccupations des uns des autres. Et nous allons maintenant donner la parole aux conférenciers pour qu'ils puissent nous donner quelques éléments de réponse aux différentes préoccupations. Je lui laisse donc la parole. Merci, monsieur le président du Présidium. À tout honneur, je vais commencer par les préoccupations des chefs gouvernés. Donc, je commencerai par les dernières questions et il va remonter vers le haut. Donc, le premier intervenant m'excuse. Alors, vous avez cherché à connaître le prix d'un CPF, d'un certificat de propriété foncière. C'est trop tôt. Il faut attendre que l'État intervienne après la mise en place du dispositif institutionnel et les décrets d'application. Les décrets sont dans le pipeline, sont dans le tuyau. Donc, ils vont sortir sous peu. Peut-être d'ici un mois ou deux, le Conseil des ministres va adopter les décrets. À partir des décrets, l'agence sera installée. Et puis, les services déconcentrés aussi, ce qui va nous permettre d'avoir le prix réel d'un certificat. Ce qui est sûr, ça va varier selon la valeur de la parcelle en question. Une parcelle de Cotonou ne va pas coûter, plus qu'une parcelle de Tanguieta, par exemple. On ne peut pas être de même coût. Donc ça va varier. Il y a l'impôt, le droit d'enregistrement que vous allez payer, qui est de 4% sur la valeur vénale, le montant qu'on pourrait payer lorsqu'on devrait vendre l'immeuble, la terre en question. Donc ça va varier. Donc c'est au cas par cas. Il y aura des fourchettes, des pourcentages, mais on ne peut jamais dire sur toute l'étendue du territoire national, le prix d'un certificat de propriété foncière, c'est tel montant. Ce n'est pas possible. L'indemnité d'expropriation fixée par le juge. Oui, ça c'est un cas de contentieux. Les différentes commissions, surtout la commission d'indemnisation, sa mission, c'est d'évaluer et d'estimer dans cette commission-là, il y a des géomètres, il y a des experts, des gens, des spécialistes en matière immobilière. Donc si le montant est accepté de tout le monde,
le juge n'interviendra que pour homologuer le montant. Mais si le montant est discuté, contesté, c'est-à-dire on dit que le mètre carré sera à 5 000 francs, l'État estime que non, le mètre carré doit être à 1 500 francs. On amène l'État en procès, le juge va arbitrer. Et voilà le montant de cession pour l'expropriation dans telle localité. Donc le juge interviendra de deux façons. De première façon, s'il y a accord, il homologue. S'il n'y a pas accord, il tranche. Donc, voilà comment le juge pourra intervenir. Alors le colon s'est-il intéressé à notaire? Entre s'intéresser à notaire et les considérer comme des biens au même titre que les terres françaises, ce n'est pas la même chose. Les églises que nous avons aujourd'hui, il faut faire une petite enquête, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, c'est l'État même qui donne la terre la mieux située à l'église. C'est là que l'église va rester. Et c'est après que l'État lui-même, il se rend compte qu'il n'a plus de terre. Donc c'est comme ça, les premières églises ont été bâties et construites. Au point où l'État lui-même aujourd'hui veut investir peut-être dans la zone où il a donné du domaine Saint-Michel et autres, mais il n'a même pas un mètre carré. C'est ça. Donc c'est comme ça. Le blanc, quand il est venu, le blanc sait que le bien le plus important qu'un homme puisse avoir sur cette terre, c'est la terre. Et donc quand il vient dans une zone, il s'intéresse à la terre d'abord, avant de s'intéresser aux hommes. Il préfère les déposséder de leurs biens avant de s'intéresser à leur éducation, à leur formation. C'est comme ça que le titre foncier arrive. Puisque après avoir dépossédé les gens, il faut se sécuriser. C'est comme ça que le blanc a créé le titre foncier, que nous avons transformé aujourd'hui en certificat de propriété foncière. Nous allons parler de la ville de Yopougon. Si la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est à cause de la terre d'avant. La dame qui a parlé de la terre qui est source de conflit n'a pas tort. Si les réformes foncières ne sont pas bien menées, elles sont source de guerre. En Côte d'Ivoire, au départ, on dit, le principe, c'est le principe qu'on avait appliqué, la terre appartient aux premiers occupants. Vous pouvez arriver, il a dit, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Et de cette manière, les Burkinabés ont été acceptés comme des Ivoiriens et sont devenus les grands producteurs de cacao et de café. Et ayant travaillé là pendant des années, on est venu leur dire qu'ils sont des sans-papiers, ils doivent partir. L'ivoirité, le conseil de l'ivoirité est arrivé et la guerre s'est installée. Ça. Et bon, vous parlez de l'État propriétaire de toutes les terres. Oui, vous pouvez avoir utilisé ce principe-là. C'est ce qui a fait que les villes d'Abidjan, j'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais les villes ceintures, les terres les mieux situées à Abidjan sont la propriété des Français. Et quand les problèmes ont commencé, Gbagbo est arrivé, il a voulu que les Français ne soient pas maîtres des lieux, mais ils ont dit c'est trop tard. Pas fini. Vous avez vu ce qui s'est passé? Parce que les Français occupent les terres les mieux situées en Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, l'État a dit je suis le propriétaire terrien, vous pouvez s'est proclamé propriétaire terrien. Il a immatriculé presque toute la ville d'Abidjan et autres, qu'il a partagé d'abord aux Français. Et quand Gbagbo, le socialiste, est arrivé, il a voulu faire le nationaliste, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc c'est ça, les réformes foncières qui ne sont pas bien mûries sont source de guerre. La ville de Yopougon a été lotie et partagée aux étrangers. C'est une bonne chose. Nous aussi, nous avions au Bénin fait la promotion du permis d'habiter. C'est vrai que ça a tourné autrement. Le permis d'habiter était dans cette logique-là. L'État immatricule les terres, certaines terres en son nom, et autorise les gens à l'occuper. À un moment donné, il peut même vendre son droit sur la terre, et puis ces gens-là, ils leur délivrent en lieu et place du permis d'habiter un titre foncier à partir du titre foncier principal, que lui-même il a en son nom. La réforme là, comme l'Afrique nous cadre, nous avons triché tout le temps avec cette réforme, et bon, l'État lui-même, propriétaire de terre au départ, est devenu le locataire de terre, est devenu sans terre. L'État même n'en a plus aujourd'hui. Et on a parlé des réformes administratives. Est-ce qu'il existe des réformes administratives quelque part encore? Alors on va parler des réformes. Les gens ont déjà acheté ça, les différents ministres qui se sont succédés. Tel achète tel, utilise tel faux nom pour acheter si, c'est comme ça. Quelle raison nous avons? Les gens préfèrent
Hein? Heureusement qu'on a construit cette tour-là. Et on préfère louer pour l'État, hein, que d'aider l'État à construire et à avoir des terres. On préfère acheter chez l'État des terres, pas loin, en pleine ville, parce que l'État vend le mètre carré à vieux prix. Il y a un vieux texte qui réglemente la vente du mètre carré. Et c'est ça qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. Quand on l'applique, peut-être en pleine ville, à Saint-Michel, vous pouvez trouver 500 mètres carrés à 1 million, 2 millions. Voyez-vous, c'est le texte de l'État quand on l'applique aujourd'hui, c'est ce que ça donne. Et donc, ceux qui ont compris très tôt, ont acheté cette terre-là entre les mains de l'État, sont ceux qui dorment à Cotonou. Nous qui n'avons rien compris, nous voyageons très loin avant de dormir. Hein? Nous conduisons jusqu'à trouver notre maison quelque part pour dormir. C'est ça, donc ceux qui ont compris très tôt, et ils dorment en ville. Le plan d'occupation du sol, pour le moment, je n'en connais pas. Mais avec la loi, il y a la possibilité de doter tout le pays d'un cadastre et d'informatiser toutes les propriétés foncières. De telle sorte que si vous appuyez, si tout va bien, on connaît le Béninois. Il a les meilleurs tests, il a les meilleures répressions, il a les répressions lumineuses. Mais en chemin, il passe à côté. C'est les autres qui vont venir chercher ces tests-là qu'on a maintenant, ils vont réussir à aller avec. Donc, si tout va bien, si tout marche bien, lorsque on appuie sur le bouton de l'ordinateur et qu'il s'agit d'une terre située à Tchoumi, l'ordinateur pourra nous dire qui est le propriétaire de cette terre pour permettre à ceux qui veulent l'acheter de l'acheter sereinement. Mais le Béninois, on le connaît. Je suis qu'en chemin, il va gaspiller cette occasion-là. Et puis, on va retomber si on ne sait pas faire dans les mêmes travers que par le passé. Je ne nous le souhaite pas. Oui, vous avez demandé si le test est applicable à toutes les communes. Lorsqu'on vote un test, lorsque l'Assemblée nationale vote un test, que le chef de l'État le promulgue, ce test est applicable à tout le monde. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que le test tient, est-ce qu'il prend en compte les réalités de toutes les communes? Oui. Oui, c'est un test qui me semble-t-il prend en compte les réalités de toutes les communes. Mais chemin faisant, si on estime qu'il y a des réalités qui n'ont pas été suffisamment appréhendées ou cernées, le test pourra faire l'objet d'amendements. Ce sont les députés. Il suffit que nous entendions pour leur demander de modifier, par proposition de loi. Et quelques députés peuvent déjà modifier, solliciter la modification de cette loi. Mais avant qu'on ne pense à la modification du test, il faut qu'on l'expérimente, il faut qu'on l'applique. Si déjà, après la promulgation, on pense déjà que le test ne prend pas en compte toutes les réalités, il est difficile que le test soit célébré et qu'il reçoive l'onction populaire, l'approbation du peuple. Donc commençons par l'appliquer. S'il y a des difficultés, on pourra au fur et à mesure les corriger. Oui, les frais de notaire. Moi aussi, il m'est arrivé une fois de choisir un notaire dans un dossier qui a été honnête pour me dire si le président il doit travailler, rien ne reviendra à ces héritiers-là. Oui, c'est vrai. Les frais de notaire coûtent extrêmement cher. Et donc la meilleure formule, c'est de tout faire pour trouver une clé de répartition du partage qui ne nécessite pas le recours au notaire. Mais généralement, les héritiers ne s'entendent pas. Qu'est-ce que le juge peut faire? Entendez-vous, proposez-nous une clé de partage. Il ne peut pas s'entendre. Le juge est obligé de demander qu'on vende et qu'on partage le prix de cession aux héritiers. Mais pour vendre, le notaire lui va chercher d'abord le titre foncier. Il ne vend pas ce qui n'a pas de titre foncier. Il va chercher le titre foncier. Il a ses honoraires. Il a les formalités à faire. Et si c'est à partager, il faut qu'il, après le titre foncier, il passe l'inscription, tout. Et quand il finit, qu'est-ce qui va rester dans la cagnotte? Rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Rien ne restera, pratiquement. Sauf si l'immeuble déjà avait été immatriculé par son propriétaire avant son décès. Mais si ça n'a pas été immatriculé, c'est nos terres rurales là, mon Dieu, à la fin,
les héritiers auront pour hériter le notaire, comme vous l'avez dit. Donc vous avez parlé de la loi dangereuse. Oui, j'ai expliqué comment une réforme foncière. La réforme foncière, comme le code de la famille, c'est deux textes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Les députés ont interdit la polygamie. Mais quand ils ont interdit la polygamie, que les gens ont commencé par prendre 2 femmes, 3 femmes gratuitement pour leur montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux. Donc, je souhaite que cette réforme soit acceptée par la base, puisque la réforme s'applique à la base. Il faut que la base l'adopte. Pour que la base l'adopte, il faut davantage l'expliquer à cette base-là et pour la sensibilisation. Donc, c'est ce que nous allons tout le temps faire pour que les gens comprennent davantage les mérites de ce qu'est cela. S'il y a des faiblesses, ces faiblesses seront corrigées. Alors, on va poser la question de savoir qui est l'autorité de délivrance du syndicat de propriété foncière, les pièces, l'autorité, on a dit que c'est le régisseur de la propriété foncière, les pièces, l'article, les pièces à fournir, le délai, ça dépend. Hein. Si vous n'avez pas les moyens et vous l'embinez, le délai dépendra de vous. Si vous avez les moyens et que vous allez vite, les gens peuvent aussi rapidement faire le logement photographique. Sinon, ce que le législateur demande à l'article 116, que tout requérant de confirmation de droit ou autre enregistré au plan foncier adresse toute personne qui sollicite la confirmation, adresse au registre de la propriété foncière qui lui en donne répercuté un dossier de confirmation des droits de propriété foncière comprenant une fiche de demande de confirmation portant les mentions. La fiche doit se trouver au niveau du régisseur quand il va commencer par travailler. Un simple plan ou un levé topographique ainsi que la description de l'immeuble précisant sa situation géographique, sa superficie, ses limites, les constructions, ouvrages et plantations s'il en existe. Donc il faut demander à un géomètre de faire le niveau topographique et de préciser ce qu'il y a sur le domaine. Et troisième pièce, les actes justificatifs de présomption de droit de propriété. Ça peut être la convention affirmée, le certificat administratif, hein, et toute autre pièce qui atteste que vous êtes un présumé propriétaire sur l'immeuble objet de confirmation de droit de propriété. Donc voilà ce que la loi demande. Maintenant, si vous avez déjà, vous êtes enregistré au plan foncier rural, c'est plus facile encore. Il suffit de faire la demande. Le plan étant disponible, le régisseur pourra facilement vous délivrer le certificat de propriété foncière. C'est plus facile que celui qui n'a rien du tout. Donc, si vous avez un lopin de terre, affirmez votre convention. Après l'affirmation de la convention, faites l'enregistrement qui permet de payer les droits. Donc, vous avez parlé les 4%. Donc, vous avez fini cela, faites le logo topographique, faites la description superficielle des lieux et vous allez chez le régisseur, il y a une fiche à remplir, ils viendront faire maintenant le bornage contradictoire. Vous faites le bornage contradictoire, les affiches nécessaires. Il y a des affiches au niveau du tribunal, il y a des affiches au niveau de la mairie, il y a des affiches sur le domaine. Pour dire à tous ceux qui sont autour du domaine, ce domaine-là veut échapper à la tradition pour aller vers la modernité. Qui sont ceux qui ont des droits concurrents par rapport aux requérants? S'il y a des gens qui ont des droits concurrents, ils vont dire ça, ce domaine n'est pas son domaine. Et donc on vient devant le tribunal, on arrête la procédure devant le régisseur et on passe devant le tribunal. Et quand le tribunal aura désigné le propriétaire, que le régisseur pourra continuer la procédure.